Les gouttes de pluie tapaient doucement contre la vitre. Je me tenais dans la cuisine, le couteau de chef dans ma main tombant à un rythme régulier sur la planche à découper, tranchant un concombre vert vif en lanière parfaitement égale. Le faible bourdonnement de la hotte de cuisine ne parvenait pas tout à fait à couvrir les éclats de rire provenant du salon. J'ai discrètement levé les yeux et, à travers la porte vitrée de la cuisine, j'ai pu voir mon fils, Robert, le bras autour de sa femme, Nicole, assis sur le canapé en train de regarder la télévision. Mon petit-fils de 8 ans, Léo, était étendu sur le tapis, absorbé par sa tablette. La lumière vacillante de l'écran dansait sur leur visage, peignant un tableau de bonheur domestique, tandis que je me sentais comme une personne invisible, mise en quarantaine de cette scène chaleureuse. « Maman, le dîner est bientôt prêt ?» Léo a faim, la voix de Nicole est venue du salon. Une note claire d'impatience dans son ton. « Presque. Presque. Juste à faire sauter les haricots verts et nous serons prêts, » ai-je répondu rapidement, en m'essuyant les mains sur mon tablier avant de me tourner pour allumer la cuisinière. Alors que l'huile chauffait dans la poêle, j'ai jeté une poignée d'ail haché. Il a touché la poêle avec un grésillement vif, et l'arôme parfumé a instantanément rempli l'air. Le bas de mon dos me faisait mal d'une douleur sourde et persistante. J'étais debout depuis le matin, d'abord en nettoyant toute la maison, puis en sortant faire les courses et en ne revenant que pour commencer à préparer le dîner sans un moment de repos. Depuis 10 ans, mes journées suivaient ce même cycle implacable. J'avais 68 ans maintenant, et mon corps n'était plus ce qu'il était. « Mamie, je veux des nuggets de poulet. » Léo a soudainement fait irruption dans la cuisine, les yeux toujours rivés sur la tablette dans ses mains. « Mamie a acheté du beau poisson frais aujourd'hui. J'ai fait cette morue au four que tu aimes tant, » ai-je dit d'une voix douce. « Je ne veux pas de poisson. Je veux des nuggets, » a boudé Léo, ses doigts glissant furieusement sur l'écran. Nicole est entrée au son de sa voix, le front plissé. « Maman, si le gamin veut des nuggets de poulet, pourquoi tu ne les lui prépares pas? Pourquoi dois-tu toujours faire les choses à ta façon ?» J'ai ouvert la bouche, voulant expliquer que le poulet au supermarché n'avait pas l'air frais. Et de plus, il était trop tard pour commencer à les préparer maintenant, mais à la fin, j'ai simplement hoché la tête. « D'accord, je m'assurerai de les faire demain. » Le dîner était enfin sur la table. 4 plats et une soupe, tous fumants. J'ai soigneusement servi à chacun sa portion de riz avant de m'asseoir enfin moi-même. « C'est beaucoup trop salé », a dit Nicole après avoir pris une seule bouchée de haricots verts, son froncement de sourcils s'accentuant. « Oh, je ferai plus attention la prochaine fois », ai-je dit rapidement, bien que je me souvienne distinctement qu'elle s'était plainte la semaine dernière que ma cuisine était trop fade, c'est pourquoi j'avais intentionnellement ajouté une pincée de sel supplémentaire. Robert a mangé sans un mot, n'offrant aucun commentaire sur ma cuisine, bon ou mauvais. Léo était complètement absorbé par son téléphone. J'ai dû lui rappeler gentiment, « Léo, il est temps de manger. Ta nourriture refroidit. Laisse-le. Il mangera quand il aura faim », m'a coupé Nicole, puis s'est tournée vers Robert. Les frais de copropriété ont encore augmenté. C'est $200 de plus ce mois-ci. J'ai hésité un moment avant de prendre la parole. Robert, j'ai eu des vertiges ces derniers jours. Je pensais. Maman, pourquoi dois-tu parler de ça à table? A dit Robert sans lever les yeux de son assiette. Léo, arrête de jouer avec ton téléphone et mange. J'ai ravalé le reste de ma phrase et j'ai baissé la tête, poussant le riz dans mon bol. J'avais l'impression que quelque chose était coincé dans ma gorge et je ne pouvais pas avaler une seule bouchée. Après le dîner, j'ai débarrassé la vaisselle, nettoyé la cuisine et passé la serpillière. Au moment où j'ai tout terminé, il était près de 22 heures. Je suis retourné sur la pointe des pieds dans ma chambre, qui n'était en réalité qu'un placard de rangement aménagé, juste assez grand pour un lit simple et une petite commode. En fermant la porte derrière moi, j'ai poussé un long soupir et j'ai cherché sous le lit un petit carnet. À la faible lumière de ma lampe de chevet, j'ai commencé à enregistrer mes dépenses. 5 mars, courses, $56,28, haricots verts 8, concombres 5, tofu 4, divers 11. Facture d'eau et d'électricité $143. Nouvelle trousse pour Léo, $25. En feuilletant les pages, j'ai vu que ce petit carnet contenait un enregistrement de chaque centime que j'avais dépensé dans cette maison au cours des 10 dernières années. Depuis le décès de mon mari et que Robert m'avait amené ici pour profiter de mes vieux jours, j'avais versé chaque centime de ma petite pension et de mes économies dans cette famille. Je n'ai jamais tenu les comptes,
jamais ne leur en ai tenu rigueur. Pouvoir faire quelque chose pour la famille de mon fils me procurait un sentiment de paix. Mais ce soir, alors que mes doigts traçaient les colonnes denses de chiffres, une vague de profonde tristesse m'a envahi. En 10 ans, je ne m'étais jamais acheté un seul nouveau vêtement, jamais mangé un repas au restaurant et n'avais même jamais osé tomber malade de peur d'être un fardeau. Dehors, la pluie a commencé à tomber plus fort. Chaque goutte un battement de tambour contre mon cœur lourd. J'ai touché mon front. Il était brûlant. Il semblait que j'avais vraiment attrapé un rhume. Demain, ai-je pensé, je dois le dire à Robert demain. J'ai besoin de me reposer quelques jours. J'ai fermé le registre, et une question que je n'avais jamais envisagée auparavant a soudainement fait surface dans mon esprit. Que ferais-je si un jour je ne pouvais vraiment plus faire ça? À 5 heures du matin, bien avant le lever du soleil, ma tête me martelait comme si elle allait se fendre. Ma gorge était en feu, et chaque déglutition me donnait l'impression d'avaler des couteaux. J'ai senti mon front. La chaleur torride de ma propre peau m'a surprise. Je dois me lever et préparer le petit déjeuner, me suis-je marmonné, forçant mon corps à sortir du lit. Le débarras n'avait pas de fenêtre, il était donc impossible de distinguer le jour de la nuit, mais mon horloge interne était plus fiable que n'importe quel réveil. Au moment où je me suis levé, une vague de vertige m'a envahi, et j'ai dû m'agripper au mur pour ne pas tomber. Après quelques respirations profondes, j'ai lentement traîné les pieds jusqu'à la porte et l'ai ouverte aussi silencieusement que possible, terrifié à l'idée de les réveiller. La lumière de la cuisine semblait douloureusement vive à mes yeux. J'ai commencé à bouger en pilote automatique, rinçant le riz pour faire du porridge, sortant les œufs et les cornichons du réfrigérateur. Mes mains bougeaient grâce à une décennie de mémoire musculaire, mais mon esprit était dans le brouillard, et ma vision s'obscurcissait par intermittence. « Maman, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de crêpes aujourd'hui ?» a demandé Robert, bâillant en entrant dans la cuisine, toujours en pyjama. « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors j'ai juste fait du porridge. » Ma voix était si rauque que c'était à peine un murmure. Robert a froncé les sourcils. « Tu sais que Nicole n'aime pas le porridge. » J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais j'ai été prise d'une violente quinte de toux et j'ai dû m'appuyer contre la cuisinière pour rester debout. « D'accord, d'accord. Je vais juste aller chercher des beignets, » a dit Robert, agitant la main avec dédain. « Range juste le salon. Nicole a une collègue qui vient aujourd'hui. » J'ai hoché la tête et, luttant contre l'inconfort, j'ai commencé à ramasser les vêtements, les sacs de snacks et les jouets qu'ils avaient négligemment laissés éparpillés la veille. Chaque fois que je me penchais, la douleur dans ma tête s'intensifiait, et des étoiles explosaient dans ma vision. Je venais de finir de passer la serpillière quand Nicole est entrée, riant et discutant avec 2 collègues féminines. Je me suis rapidement esquivé dans la cuisine, ne voulant pas la mettre dans l'embarras devant ses amis. « Madame, pourriez-vous nous apporter de l'eau » a appelé la voix de Nicole depuis le salon. D'une main tremblante, j'ai versé 3 verres d'eau. Juste au moment où j'allais les apporter, une autre quinte de toux a failli me faire lâcher le plateau. Le temps que je me ressaisisse enfin et que j'apporte l'eau au salon, Nicole et ses amis s'étaient déjà servi des sodas dans le réfrigérateur. « Posez-les simplement là » a dit Nicole, jetant un regard froid et indifférent au verre dans ma main. J'ai silencieusement posé les verres et me suis tourné pour retourner à la cuisine, mais la voix de Nicole m'a arrêté. « Quel genre de nettoyage est-ce ? Il y a encore une tache juste ici. » J'ai baissé les yeux et j'ai vu qu'il y avait en effet une petite tache sale sur le sol que j'avais dû manquer en toussant. Je suis vraiment désolé. Je vais m'en occuper tout de suite. Madame, vous n'avez pas l'air très bien, a dit l'une des collègues de Nicole avec une note d'inquiétude. Ce n'est rien, juste un petit rhume. J'ai réussi à esquisser un faible sourire. Arrête de faire semblant, a ricané Nicole. Tu allais bien hier. C'est pratique que tu tombes malade soudainement aujourd'hui. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes, mais je les ai refoulés, refusant de les laisser couler. Je me suis tourné et suis allé à la salle de bain pour prendre la serpillière afin de nettoyer à nouveau la tache. Juste au moment où j'ai atteint la tache, le monde a commencé à tourner. Je ne pouvais plus me tenir debout et je me suis effondré lourdement sur le sol. La serpillière a claqué à côté de moi, et le seau s'est renversé, répandant de l'eau partout. « Oh mon Dieu, ma nouvelle jupe » a crié Nicole. J'ai lutté pour me relever, mais je n'avais aucune force. À travers ma vision floue, j'ai vu Nicole debout là, furieuse, tandis que ses collègues regardaient, complètement mortifiés. « Maman, qu'est-ce que tu fais » a crié Robert, se précipitant au son de l'agitation.
Quand il a vu le désordre, son visage s'est instantanément assombri. J'ai juste glissé, ai-je réussi à dire, luttant pour me redresser. J'ai réalisé que mon poignet droit me lançait d'une douleur aiguë. J'avais dû me le fouler en tombant. Nicole a ramassé la serpillière et l'a jetée devant moi. Arrête de faire semblant. Tu ne vois pas que le sol est sale? Je me suis figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. J'ai levé les yeux vers mon fils, le suppliant du regard de dire quelque chose, de me défendre. Mais Robert m'a simplement regardé froidement et a dit, « Maman, ne joue pas la victime. Tu vis ici gratuitement. Est-ce trop te demander de faire un peu de travail ?» Ces mots ont été un poignard droit dans mon cœur. 10 ans de travail inlassable, 10 ans de restrictions et d'économie, et tout ce que cela m'a valu, ce sont les mots « tu vis ici gratuitement ». J'ai pris une grande inspiration et, utilisant chaque once de force que j'avais, je me suis remise sur pied. « Je vais nettoyer », ai-je dit calmement. J'ai ramassé la serpillière et j'ai commencé à essuyer le sol, centimètre par centimètre. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, se mélangeant à l'eau renversée sur le parquet, et disparaissaient sans laisser de traces. Les collègues de Nicole ont rapidement trouvé des excuses et sont partis. Pour le reste de l'après-midi, j'ai bougé comme un robot, terminant toutes les tâches ménagères avant de me retirer tranquillement dans mon petit débarras. Dès que la porte a été fermée, je me suis enfin autorisé à pleurer. Ce n'était pas un cri bruyant et plaintif, mais un sanglot silencieux et réprimé, terrifié à l'idée qu'il puisse m'entendre. Quand les larmes ont finalement cessé, je me suis essuyé le visage et j'ai regardé autour de la pièce dans laquelle j'avais vécu pendant 10 ans. Les murs étaient couverts d'autocollants que mon petit-fils avait jetés. Le lit était fait avec de vieux draps d'occasion, et dans le coin se trouvait une petite pile de mes vêtements, tous des choses que Nicole ne portait plus. Une décision a commencé à se former dans mon esprit, devenant de plus en plus claire et forte à chaque instant. J'ai attendu et attendu jusqu'à tard dans la nuit, certaine qu'ils étaient tous les deux profondément endormis. Puis j'ai commencé à bouger, silencieuse comme une souris. Mes bagages étaient pathétiquement simples. Quelques vêtements de rechange, une photo de mon défunt mari, mon permis de conduire, un vieux livret de banque, et le registre qui relatait mes 10 ans de dépenses. Tout tenait dans un vieux sac fourre-tout avec beaucoup de place de reste. J'ai jeté un dernier regard à la maison qui avait été ma prison et j'ai laissé une note sur la table de la salle à manger. Je suis retourné à la vieille ferme. Ne vous inquiétez pas pour moi. En sortant du lotissement de banlieue, le vent d'avant l'aube semblait frais contre mon visage fiévreux. Pour la première fois en 10 ans, j'ai ressenti un sentiment de libération, une profonde légèreté, même si mon corps me faisait mal et que je me sentais terriblement malade. Je suis monté dans le premier bus régional de la journée. Et alors que je regardais le paysage par la fenêtre se transformer lentement d'immeubles imposants en champs ouverts et en villes tranquilles, mes pensées sont revenues 10 ans en arrière. Mon mari venait de décéder, et Robert, les larmes aux yeux, avait dit « Maman, viens vivre avec nous en ville. Laisse-nous prendre soin de toi. » Comme j'avais été ému alors, croyant que mon fils se souciait vraiment de moi. Je n'aurais jamais imaginé que ces soi-disant soins n'étaient qu'une nouvelle forme de servitude en tant que leur femme de ménage non rémunérée. Le balancement du bus m'a bercé dans un profond sommeil, et j'ai rêvé de tous les petits moments de la dernière décennie. Le dédain de Nicole après son mariage dans la famille. Les jours et les nuits épuisants que j'ai passés à m'occuper de Léo après sa naissance. Les fois où j'ai surmonté la maladie pour faire le ménage. Dernier arrêt. Le cri du chauffeur m'a réveillé en sursaut. J'ai attrapé mon sac et suis descendu du bus, me tenant à l'entrée d'un village qui m'était à la fois familier et étrange. 10 ans s'étaient écoulés et le village avait beaucoup changé, mais le petit chemin de terre menant à l'ancienne maison familiale était toujours là. La maison elle-même était encore plus délabrée que je ne l'avais imaginé. Un coin du mur de pierre de la cour s'était effondré. La peinture de la porte d'entrée s'écaillait, et la cour était envahie par des mauvaises herbes qui m'arrivaient presque aux genoux. D'une main tremblante, j'ai sorti la clé que j'avais gardée précieusement pendant 10 ans et je l'ai insérée dans la serrure, mais elle ne tournait pas. Une décennie de vent et de pluie avait rouillé la serrure. N'ayant d'autre choix, j'ai fait le tour de la maison et je suis passé par la brèche dans le mur effondré. Le vieux pommier était toujours debout, son tronc plus épais et plus noueux que dans mes souvenirs. Quelques pommes flétries s'accrochaient encore à ses branches, se balançant précairement dans le vent. La porte de derrière n'était pas verrouillée. Elle s'est ouverte en grinçant avec un gémissement qui m'a fait grincer des dents. Une odeur de moisi m'a frappé, et je n'ai pas pu m'empêcher de tousser,
le son résonnant étrangement dans la maison silencieuse. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres sales, illuminant des colonnes de poussière dansante. Une épaisse couche de gris recouvrait chaque meuble, et des toiles d'araignée drapaient les coins de la pièce. Mes yeux ont balayé chaque détail, et les souvenirs ont afflué. C'est ici que mon mari et moi avions vécu pendant plus de 30 ans. Dans ce coin se trouvait son vieux fauteuil, où il aimait s'asseoir et lire. Près de la fenêtre se trouvait ma machine à coudre, où j'avais confectionné des vêtements pour Robert et raccommodé ses chaussettes. Au mur était toujours accrochée notre photo de mariage en noir et blanc, maintenant si délavée que nos visages étaient à peine visibles. « Hélène, c'est bien toi. » Une voix frêle a appelé derrière moi, me surprenant au point de presque sauter. Je me suis retourné pour voir un vieil homme avec une tignasse de cheveux blancs debout au portail, plissant les yeux pour voir à l'intérieur. « Doc. Doc Peterson, ai-je demandé, reconnaissant avec hésitation mon ancien voisin. « C'est vraiment toi ?» s'est exclamé Doc Peterson, marchant vivement vers moi avec sa canne. « J'ai entendu que quelqu'un se dirigeait par ici ce matin, et j'avais le sentiment que ce pourrait être toi. » Doc Peterson avait environ 10 ans de plus que moi, le seul médecin du village à des kilomètres à la ronde. Mon mari le voyait souvent. Une décennie s'était écoulée, et son dos était plus voûté, mais ses yeux étaient toujours vifs. « Qu'est-ce qui t'amène ici tout d'un coup ? Et où est Robert ? N'est-il pas venu avec toi ? A-t-il demandé avec une réelle inquiétude. J'ai forcé un sourire. Je voulais juste revenir voir l'ancien endroit. Doc Peterson était un homme sage. Il pouvait voir que quelque chose n'allait pas, mais il a eu la gentillesse de ne pas insister. Eh bien, cet endroit n'a pas été habité depuis longtemps. Il va falloir beaucoup de travail. Je vais demander à mon garçon de venir te donner un coup de main pour les réparations. Oh, non. Vous n'avez pas à vous donner cette peine. Ce n'est pas une peine du tout, a-t-il dit en agitant la main. Tu as fait plus qu'assez pour notre famille à l'époque. C'est notre tour de t'aider. Mon nez a picoté et j'ai senti les larmes monter à nouveau. En ville, après 10 ans de service, mon propre fils et ma belle-fille me voyaient comme un fardeau. Mais ici, dans mon ancien village, mes voisins se souvenaient encore des gentillesses du passé. Sans un mot de plus, Doc Peterson a insisté pour que je vienne dîner chez lui. En descendant la route du village, de nombreux habitants me regardaient avec curiosité. Certains des plus âgés m'ont reconnu et m'ont fait un signe de la main, mais la plupart étaient des jeunes qui regardaient cette vieille femme de la ville avec des yeux inconnus. La maison de Doc Peterson était telle que je m'en souvenais, simple, mais impeccablement propre. Sa femme était décédée il y a longtemps, et il vivait maintenant avec son fils et sa famille. Sa belle-fille m'a chaleureusement servi un bol fumant de soupe de nouilles au poulet, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas mangé de la journée. Pendant que je mangeais, le téléphone dans ma poche a soudainement sonné. C'était Robert. J'ai hésité un moment, puis je suis sorti dans la cour pour répondre. « Maman, où es-tu partie ?» La voix de Robert était vive de colère. « Nicole est furieuse. Elle a dit que tu as fait ça exprès pour la mettre dans l'embarras. » J'ai pris une grande inspiration. Je suis de retour à l'ancienne maison. Es-tu folle ? Reviens ici tout de suite. Il y a 1 million de choses à faire. Je ne reviendrai pas, ma voix était calme. Si calme que cela m'a surprise moi-même. Je veux vivre ma propre vie. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, suivi d'un rire froid et amer. Très bien, fais comme tu veux, mais ne reviens pas ramper vers nous quand tu n'y arriveras pas, il a raccroché. Je suis resté dans la cour, la main tenant le téléphone tremblant légèrement. Ce n'était pas la première fois que mon fils et moi nous disputions, mais c'était la première fois que je lui tenais tête. « Tout va bien ?» a demandé Doc Peterson, s'approchant et me tendant une tasse de thé chaud. J'ai secoué la tête et j'ai réussi à esquisser un faible sourire. Je vais bien. De retour à l'ancienne maison, j'ai commencé le long processus de nettoyage. Fidèle à sa parole, le fils de Doc Peterson est venu avec une boîte à outils pour aider à réparer la serrure cassée et à remettre l'eau et l'électricité en marche. Le soir, la maison était enfin dans un état habitable. Je les ai remerciés et j'ai insisté pour les payer pour leur temps, puis j'ai continué à travailler seul, essuyant les meubles, balayant la poussière, changeant les vieux draps. C'était beaucoup de travail, mais j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Je travaillais pour moi maintenant, dans ma propre maison. En nettoyant la cuisine, j'ai trouvé une boîte en bois poussiéreuse cachée au fond d'un placard.
Je l'ai ouverte pour trouver mes vieux outils pour faire des confitures et des sauces maison. Un mortier et un pilon en pierre, des cuillères en bois, de l'étamine et un petit carnet jauni rempli de recettes pour toutes sortes de conserves. Les souvenirs ont afflué. Quand j'étais plus jeune, mes sauces maison étaient célèbres dans le village. Les gens venaient de partout pour les acheter. Mais après que Robert soit allé à l'université en ville et que les dépenses aient augmenté, mon mari et moi avons dû nous concentrer sur l'agriculture, et je n'ai plus jamais eu le temps pour ça. J'ai doucement tracé les motifs sur le vieux mortier en pierre. Une idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Cette nuit-là, allongé dans mon lit dans ma propre maison, le matelas était dur et bosselé, mais il semblait 100 fois plus confortable que le débarras chez mon fils. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, et en fixant le plafond, j'ai commencé à planifier mon avenir. Il me restait encore un peu d'économie, et avec ma pension mensuelle, je pouvais m'en sortir si j'étais prudente. La vieille maison était délabrée, mais avec quelques réparations, elle était parfaitement habitable. La cour était envahie par les mauvaises herbes, mais je pouvais la défricher et planter un potager. Et surtout, j'avais trouvé cette boîte à outils. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je faire revivre mon ancien artisanat. Le lendemain matin, je suis allé à la mairie. Le jeune homme au bureau, le greffier de la ville, a été très serviable. Quand il a entendu que je prévoyais de rester pour de bon, il m'a parlé avec empressement des nouveaux programmes locaux. L'État encourage la revitalisation rurale, a-t-il expliqué. Pour les personnes âgées qui reviennent comme vous, il y a des prêts aux petites entreprises et des subventions de démarrage disponibles. Il m'a donné quelques brochures. Avez-vous des projets? Je pensais faire et vendre des sauces maison, ai-je dit, me sentant un peu gêné. C'est une idée fantastique. Les yeux du greffier se sont illuminés. Les gens de la ville adorent ce genre de choses. Des aliments artisanaux, entièrement naturels. Si vous faites un bon produit, nous pouvons vous aider à trouver des endroits pour le vendre. J'ai quitté la mairie en me sentant beaucoup plus légère. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'épicerie générale et j'ai acheté quelques ingrédients de base. Et puis je suis allé à la lisière des bois pour cueillir des herbes sauvages. De retour à la maison, en suivant les recettes de ma mémoire, j'ai commencé avec une simple sauce pimentée. Mes mains étaient un peu maladroites au début, mais les compétences de base étaient toujours là. En écrasant les piments, l'arôme épicé a rempli l'air, me faisant tousser. Mais cela m'a aussi rempli d'un sentiment de vitalité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soir, le premier lot était prêt. J'ai rempli quelques petits pots, prévoyant de les donner à Doc Peterson et à quelques autres vieux voisins pour qu'ils les essaient. Je venais de sortir de la porte quand j'ai vu une voiture familière garée à mon portail. Mon cœur s'est serré. C'était la famille de Robert. Mamie. Léo a été le premier à sortir de la voiture, courant vers moi. J'ai instinctivement ouvert les bras pour l'attraper. Un mélange d'émotions compliquées tourbillonnait en moi. Le garçon était innocent. De toutes ces années, il était la seule chose que je ne pouvais pas supporter de laisser partir. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a demandé Robert en s'approchant. Son ton était plus doux qu'au téléphone, mais son visage était toujours assombri par le mécontentement. Nicole suivait lentement derrière, ses talons s'enfonçant dans le chemin de terre, un air de dégoût total sur son visage. « Tu peux vraiment vivre dans un endroit comme ça ?» J'ai tenu Léo dans mes bras et je n'ai pas dit un mot. Robert a regardé autour de lui, ses yeux se posant sur les piments séchant dans la cour et les pots de sauce fraîchement préparés dans la cuisine. Son froncement de sourcils s'est accentué. « Tu prévois vraiment de rester ici pour de bon ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Oui. La maison a juste besoin d'un peu de travail. »« Ne sois pas ridicule, maman » a soupiré Robert. « Reviens avec nous. » Nicole a dit qu'elle est prête à oublier ce qui s'est passé hier. Tant que tu promets d'être plus diligente à l'avenir. J'ai failli éclater de rire. À ses yeux, je ne faisais qu'une crise de colère. Et la condition pour mon retour était de travailler plus dur. Je ne reviendrai pas, ai-je dit calmement, en posant Léo. Je suis heureuse ici. Heureuse? Qu'y a-t-il pour être heureuse? La voix de Robert s'est soudainement élevée. As-tu une idée de ce que les gens du village disent? Ils disent que moi, Robert, je suis un fils ingrat qui a mis sa propre mère dehors. C'était donc ça. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait pour sa réputation. Léo a curieusement pris un pot de sauce pimentée.
Mamie, qu'est-ce que c'est? C'est de la sauce pimentée que mamie a faite. Tu veux en goûter? Je me suis accroupi, j'ai ouvert le couvercle et j'ai mis une toute petite quantité sur une baguette pour lui. Léo l'a léché avec précaution, et ses yeux se sont illuminés. Miam. C'est bien meilleur que celui du magasin. Vraiment? Nicole s'est approchée avec méfiance et en a goûté un peu elle-même. Son expression était une de surprise. Ce n'est en fait pas mauvais. Maman, qu'as-tu décidé? A interrompu Robert avec impatience. Vas-tu abandonner une vie confortable en ville pour souffrir dans ce trou perdu? Robert, ai-je dit, regardant mon fils droit dans les yeux. Pendant ces 10 ans en ville, je ne vivais pas. Je survivais, je ne vivais pas, est-ce qu'on t'a affamé? Est-ce qu'on ne t'a pas donné de vêtements à porter? La voix de Robert s'est de nouveau élevée. As-tu une idée de combien ça coûte d'engager une nounou à domicile de nos jours? Et tu t'en vas comme ça. Cette seule phrase a mis à nu ses vrais sentiments. À ses yeux, je n'étais rien de plus qu'une nounou gratuite. Mamie, ne pars pas, a soudainement pleuré Léo, s'agrippant à ma jambe. Mon cœur s'est attendri. Je me suis agenouillé et j'ai essuyé ses larmes. Mon chéri, mamie ne part pas, mamie est à la maison maintenant. Chaque fois que je te manquerai, tu pourras toujours venir me voir. Ça suffit, a dit Nicole en éloignant Léo. Laisse-la rester où elle veut. Robert, allons-y. Nous perdons notre temps ici. Robert est resté là un moment, le visage sombre. Finalement, il a lancé une dernière phrase. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Il s'est retourné et est retourné à la voiture. En regardant la voiture s'éloigner, soulevant un nuage de poussière, je suis resté immobile pendant un long moment jusqu'à ce que la voix de Doc Peterson me ramène à la réalité. Hélène, ça va? A-t-il demandé, les yeux pleins d'inquiétude. J'ai secoué la tête et j'ai forcé un sourire. Je vais bien. En fait, je viens de faire de la sauce pimentée. Tiens, goûte. Doc Peterson a pris le pot et en a goûté une cuillerée. Waouh, a-t-il dit, étonné. Je n'ai rien goûté d'aussi bon depuis des décennies. Tu te souviens encore comment en faire? Je manque un peu de pratique, ai-je dit modestement. Les jours suivants, je me suis occupé à réparer la vieille maison et à défricher la cour, tout en expérimentant différentes recettes de sauce. Doc Peterson passait souvent, parfois avec des légumes de son jardin, d'autres fois juste pour s'asseoir et discuter. Son petit-fils, qui étudiait les sciences de l'alimentation à l'université, m'a aidé à rechercher les normes modernes de sécurité alimentaire. Après la distribution du premier lot de sauce parmi les villageois, la réponse a été extrêmement positive. Beaucoup de gens ont demandé si je les vendais et ont dit qu'ils seraient heureux de payer. Hélène, c'est un crime de ne pas vendre ça, a dit le greffier de la ville après l'avoir goûté. Il y a un marché de producteurs en ville la semaine prochaine. Que dirais-tu que je te trouve un stand? J'ai hésité. C'est juste moi. Je ne peux pas en faire beaucoup. Et c'est juste, a encouragé le greffier. Les citadins sont fous de ce genre de choses authentiques et faites à la main. Ils paieront le prix fort pour ça. Avec les encouragements de Doc Peterson et du greffier de la ville, j'ai décidé de tenter le coup au marché. Pendant les jours suivants, j'ai travaillé de l'aube au crépuscule pour préparer mon inventaire. J'ai fait de la sauce pimentée, de la sauce aux champignons et une sauce spéciale aux herbes sauvages. J'ai soigneusement emballé chacune d'elles et j'ai attaché une étiquette manuscrite. Le jour du marché, j'étais si nerveuse que je pouvais à peine parler. Mon stand était simple, juste une table avec quelques rangées de pots de sauce et une petite assiette pour les échantillons. Au début, personne ne s'est arrêté. Je suis resté là, maladroite, jusqu'à ce que Doc Peterson arrive avec quelques vieux voisins pour montrer leur soutien. Progressivement, les gens ont commencé à se rassembler. Cette sauce pimentée a une saveur si pure, s'est exclamée une femme d'âge moyen après avoir goûté un échantillon. Combien pour un pot? 15 $, ai-je chuchoté, craignant de demander trop cher. C'est une aubaine. J'en prends 3, a-t-elle dit, sortant rapidement son portefeuille. Lentement mais sûrement, une foule s'est formée autour de mon stand. Un mélange de jeunes curieux et de personnes âgées nostalgiques des saveurs traditionnelles. À midi, les 50 pots que j'avais apportés étaient tous vendus. Madame, serez-vous encore là demain? J'aimerais en acheter d'autres comme cadeau, a demandé une jeune femme, déçue. Oui, je serai de retour,
ai-je dit, la voix tremblante d'excitation. J'en apporterai plus demain. Sur le chemin du retour, j'ai compté les recettes de la journée, les mains tremblantes. 750 $. Après déduction du coût des ingrédients, j'avais réalisé un bénéfice de près de 500 $. Pour quelqu'un de la ville, cela pourrait ne pas sembler beaucoup, mais pour moi, c'était le premier argent que j'avais gagné par mon propre travail en 10 ans. Ce soir-là, je me suis offert 2 de mes plats préférés et j'ai ouvert une bouteille de bière pour fêter ça. Je venais de m'asseoir quand mon téléphone a sonné. C'était Robert. Maman, j'ai entendu dire que tu vendais des trucs au marché. Son ton était étrange. Oui, j'ai juste fait quelques pots de sauce pour voir comment ça se passerait, ai-je dit doucement. Une amie de Nicole était là aujourd'hui. Elle a dit qu'il y avait une longue file d'attente. Robert a fait une pause. Combien as-tu gagné? J'ai hésité, puis je lui ai dit la vérité. 500 en une journée. La voix de Robert s'est élevée. Tu devrais en faire plus. C'est juste moi. Je ne peux pas suivre. Alors embauche des gens. Il y a plein de gens dans le village qui cherchent du travail, a dit Robert avec enthousiasme. Écoute, j'amènerai Nicole ce week-end. On peut s'asseoir et faire un vrai plan. Robert, les jeux interrompus. Ce n'est qu'un petit passe-temps, quelque chose pour gagner un peu d'argent de poche. Maman, tu ne comprends pas, Robert a commencé à argumenter, mais je l'ai poliment coupé. Après avoir raccroché, j'ai poussé un long soupir. L'enthousiasme soudain de Robert n'était pas pour moi. C'était pour l'argent. Il ne se souciait pas vraiment de mon bien-être. Le lendemain, j'ai apporté 80 pots de sauce au marché et j'ai de nouveau tout vendu. Le jour d'après, j'ai embauché 2 femmes du village pour m'aider à laver les pots et à préparer les ingrédients. Ma production est passée à 150 pots par jour. Une semaine plus tard, alors que j'étais occupé à mettre la sauce en bouteille dans ma cour, la voiture familière s'est de nouveau arrêtée à mon portail. Cette fois, Robert, Nicole et Léo étaient tous habillés en tenue décontractée, semblant avoir l'intention de rester un moment. Mamie. Léo a couru avec enthousiasme. Papa a dit qu'on reste ici pour le week-end. Je me suis essuyé les mains et suis allé les accueillir, bien que j'ai une bonne idée de la raison de leur venue. Bien sûr, Robert est allé droit au but. Maman, Nicole et moi en avons discuté. Cette affaire de sauce a un réel potentiel. Nous voulons investir et t'aider à t'agrandir. Nicole, pour la première fois, avait un sourire sur le visage. C'est vrai. Robert connaît le responsable des achats de la chaîne de supermarchés du comté. On peut mettre ta sauce dans leur rayon. Je les ai regardés, puis j'ai regardé les 2 femmes du village qui m'aidaient dans la cour, et j'ai dit calmement, non, merci. Je suis parfaitement heureuse comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par heureuse? A dit Robert, s'énervant. Maman, tu es assise sur une mine d'or et tu te contentes de miettes. Sais-tu à quel point il est difficile de démarrer une entreprise prospère de nos jours? Sans un plan approprié, ce petit passe-temps ne mènera jamais à rien. Robert, ai-je dit en posant le pot que j'avais dans la main. Je ne fais pas ça pour bâtir un empire. Alors pourquoi le fais-tu? A-t-il demandé, complètement déconcerté. J'ai regardé autour de ma petite cour. La lumière du soleil scintillait sur les bocaux en verre fraîchement lavés, créant un arc-en-ciel de couleurs. Les 2 femmes qui m'aidaient riaient en coupant des piments. Le petit-fils de Doc Peterson venait de déposer une pile d'étiquettes nouvellement conçues. Parce que ça me rend heureuse, ai-je dit doucement. Nicole a ricané. Tu vois, je t'avais dit que ce n'était qu'un petit passe-temps. Combien d'argent peux-tu vraiment gagner? J'ai ignoré son ton condescendant et je suis allé dans la cuisine, revenant avec quelques pots d'une sauce spéciale. Léo, voici une version pour enfants que mamie a faite pour toi. Elle n'est pas épicée. Tiens, essaie. Léo a applaudi et a pris le pot avec impatience, l'ouvrant pour en manger une cuillerée immédiatement. Robert et Nicole se tenaient à côté, leurs expressions oscillant entre frustration et avidité. Maman, pense-y, a dit Robert finalement. Nous essayons seulement de t'aider. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit de plus. Après leur départ, Doc Peterson est venu. Tout va bien, a-t-il demandé avec inquiétude. Tout va bien, ai-je souri. En fait, tout est plus clair que jamais. Le succès au marché a continué pendant 2 semaines, et mes sauces artisanales ont lentement acquis une réputation dans les villes environnantes.
Les gens ont commencé à venir au village juste pour m'acheter, et même des touristes de la ville sont venus chercher mon petit atelier. Hélène, tu ne peux pas suivre la demande, a dit un jour le greffier de la ville. J'ai des commandes de 2 restaurants de la ferme à la table dans le comté. Ils veulent chacun 50 pots de chaque saveur. Peux-tu gérer ça? J'ai fait un calcul rapide de ma main-d'œuvre et de mes fournitures. Pour l'instant, le maximum que nous puissions faire est de 200 pots par jour, et c'est juste pour approvisionner le marché. Alors embauche plus de gens, s'est exclamé le greffier. Il y a tellement de femmes dans le village qui cherchent du travail. Tu leur apprends, tu leur paies un salaire journalier, et elles seront ravies. Doc Peterson était d'accord. Hélène, c'est une véritable opportunité. Tu ne peux pas tout faire toute seule. Il est temps de rendre ça officiel. Avec les encouragements de tout le monde, j'ai loué l'ancien grenier abandonné à la lisière du village. Et après quelques rénovations de base, je l'ai transformé en un véritable atelier. 5 femmes locales ont postulé pour des emplois, et je leur ai enseigné le processus étape par étape. Le premier lot officiel des sauces de la ferme d'Hélène a été produit. Nous avons amélioré l'emballage et utilisé les étiquettes d'aspect professionnel conçues par le petit-fils de Doc Peterson. Le greffier de la ville m'a aidé à me mettre en contact avec plusieurs épiceries fines et restaurants du comté. Et soudain, mes canaux de vente se sont ouverts. Madame, cette sauce se vendrait comme des petits pains en ligne, a suggéré l'un des propriétaires de restaurant. Ma nièce gère une petite entreprise en ligne. Je pourrais vous présenter. En ligne, ai-je hésité. Je n'y connais rien. C'est facile, a-t-il dit avec enthousiasme. Vous prenez quelques photos, écrivez une courte description, et elle le publie sur ses réseaux sociaux. Quand quelqu'un commande, vous n'avez qu'à lui expédier. Sur un coup de tête, j'ai accepté d'essayer. 3 jours plus tard, la jeune femme m'a appelé, extatique. Le premier lot avait été entièrement vendu, et elle avait besoin d'une centaine de pots supplémentaires. Madame, vous devez vraiment déposer votre marque, a-t-elle dit. Un produit aussi bon doit être protégé. Une marque? Une marque? Ces concepts me semblaient si étrangers. J'ai consulté Doc Peterson, et il s'est avéré que son fils connaissait un cabinet dans le comté qui s'occupait des enregistrements d'entreprise. Hélène, je pense que nous devrions développer de nouvelles gammes de produits, a suggéré Doc Peterson. Que dirais-tu d'une série de sauces bien-être? On pourrait y ajouter des herbes traditionnelles saines. Les citadins sont vraiment friands de ce genre de choses maintenant. Nous étions instantanément sur la même longueur d'onde. Il fournirait les formules à base de plantes et je perfectionnerais les saveurs. Après de nombreux essais, la gamme bien-être de la ferme d'Hélène est née, avec 5 nouvelles saveurs, dont une sauce au bail de goji et aux dattes et une sauce salée à l'igname et au ginseng. Juste au moment où mon entreprise décollait, Robert a rappelé. Maman, j'ai entendu dire que ton entreprise s'agrandit. Son ton était beaucoup plus sobre cette fois. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu t'aider. J'ai assez d'aide des gens du village, ai-je répondu doucement. Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas faire confiance à des étrangers comme tu peux faire confiance à la famille, a dit Robert avec urgence. Nicole et moi en parlions et nous allons descendre pour quelques jours ce week-end avec Léo pour t'aider à trouver comment t'agrandir. J'avais le sentiment de savoir ce qu'il cherchait vraiment, mais je ne l'ai pas confronté. Fais comme tu veux, ai-je dit. Ce week-end-là, la famille de Robert est arrivée, chargée de cadeaux. Léo a couru directement à l'atelier, excité de voir comment la sauce était fabriquée. Même Nicole a réussi à sourire. Waouh, tu as vraiment nettoyé cet endroit, a-t-elle dit, regardant autour d'elle avec surprise. C'est beaucoup plus professionnel que je ne l'imaginais. Robert est allé droit au but. Maman, j'ai parlé avec le responsable des achats du supermarché du comté. Ils sont prêts à stocker tes sauces, mais nous devons signer un contrat formel, ce qui signifie que tu as besoin d'une licence commerciale et tout ça. Robert, ai-je dit en posant mon travail. Je suis heureuse comme ça. Je ne veux pas m'agrandir. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas vouloir t'agrandir, a lâché Robert. Maman, sais-tu à quel point un contrat de supermarché est important? Avec cette plateforme, ta sauce pourrait être vendue dans tout l'État, peut-être même à l'échelle nationale. Notre sauce, ai-je répété doucement. Robert a semblé réaliser son lapsus et s'est rapidement corrigé. Je veux dire ta sauce. Maman, j'essaie juste de t'aider.
Tu es à un âge où tu ne devrais pas te stresser avec tout ça. Laisse-moi m'occuper du côté commercial des choses. Concentre-toi juste sur les recettes. Nicole est intervenue. Il a raison. Robert connaît tellement de gens. C'est bien mieux que de tâtonner dans ce petit village. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué avec ma mise en bouteille. Voyant que je ne cédais pas, le ton de Robert a changé. Maman, est-ce que tu ne me fais pas confiance? Je suis ton fils. Robert, ai-je dit en levant les yeux et en le regardant dans les yeux. Sais-tu pourquoi je suis revenu ici? Il m'a regardé, stupéfait. Parce que pendant ces 10 ans où j'ai vécu avec vous, je ne me sentais pas comme une personne. Ici, ai-je dit calmement, j'ai trouvé ma valeur. Le visage de Robert s'est contorsionné d'une série d'émotions, pour finalement s'arrêter sur la frustration. Tu n'es pas raisonnable, a-t-il marmonné en attrapant Nicole et Léo. Allons-y, en partant, Léo a secrètement glissé un morceau de papier plié dans ma main. Je l'ai ouvert plus tard pour trouver une écriture enfantine. La sauce de mamie est la meilleure. J'ai serré la note, le cœur un mélange de chaleur et de chagrin. Après cet incident, je me suis concentré encore plus sur mon travail. Avec l'aide du greffier de la ville, j'ai officiellement enregistré la ferme d'Hélène en tant qu'entreprise individuelle et j'ai obtenu une licence de production alimentaire. Le petit-fils de Doc Peterson a créé une boutique en ligne pour moi, et les ventes ont continué de grimper. Un mois plus tard, j'ai reçu ma première grosse commande. Une chaîne de supermarchés du comté voulait 500 pots de saveurs assorties. En signant le contrat, ma main tremblait tellement que je pouvais à peine tenir le stylo. Eh bien, Hélène, on dirait que tu vas bientôt être riche, a plaisanté le directeur des achats. J'ai secoué la tête. Je ne cherche pas à devenir riche. Je veux juste faire un produit digne des gens qui l'achètent. Ce soir-là, je me suis assise seule dans ma cour, regardant le ciel étoilé, l'esprit en ébullition. D'être la profiteuse indésirable dans la maison de mon fils à devenir une petite entrepreneur prospère, la transformation des derniers mois ressemblait à un rêve. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nicole. J'ai entendu dire que tu as eu le contrat du supermarché. Robert a dit de te faire savoir que si tu as besoin d'aide, il suffit de demander. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé le téléphone doucement. Une douce brise est entrée, apportant l'odeur sucrée des champs lointains. Je savais sans l'ombre d'un doute que j'avais fait le bon choix. La nouvelle enseigne en bois de la ferme d'Hélène brillait sous le soleil de l'après-midi. Je me tenais devant l'atelier fraîchement rénové, regardant les ouvriers entrer et sortir, transportant de nouveaux équipements, et un sentiment de satisfaction indescriptible m'a envahi. Il y a 3 mois, ce n'était que le vieux grenier abandonné du village. Maintenant, après quelques rénovations, c'était une petite installation de production alimentaire respectable. Elle ne pouvait pas se comparer aux grandes usines de la ville, mais elle avait tout ce dont elle avait besoin, une salle de stérilisation, une zone de traitement des matières premières, une station d'embouteillage et une section d'emballage. C'était petit, mais c'était complet. Hélène, les gens de la chaîne de télévision du comté sont là. La jeune fille du greffier de la ville a couru vers moi pour me le dire, les joues rouges d'excitation. J'ai rapidement lissé mon tablier et je me suis essuyé les mains. Depuis que le contrat du supermarché avait été rempli avec succès, mes sauces étaient devenues assez connues dans le comté. La semaine dernière, le greffier m'avait dit de manière énigmatique qu'il avait une surprise pour moi. Il s'est avéré qu'il avait contacté la chaîne de télévision locale pour faire un reportage sur moi. Hélène, c'est un honneur de vous rencontrer enfin, a dit une jeune journaliste en me serrant chaleureusement la main. Nous sommes du programme de revitalisation et d'action rurale, et nous aimerions vous interviewer en tant que modèle d'entrepreneuriat senior. Je suis restée là, maladroite, le visage rouge. Oh, il n'y a rien de spécial à interviewer sur moi. Vous êtes trop modeste, a souri la journaliste. Démarrer une entreprise prospère à 60 ans avec un produit qui est devenu si populaire. Vous êtes exactement le genre d'histoire que nous recherchons. Pendant les 2 heures suivantes, je leur ai fait visiter l'atelier, j'ai expliqué le processus de production, et j'ai même fait une démonstration en direct de la fabrication de ma sauce pimentée signature. J'étais maladroite et nerveuse devant la caméra, mais quand j'ai commencé à parler de la fabrication des sauces, les mots sont venus naturellement. Hélène, qu'est-ce qui vous a décidé à démarrer cette entreprise, a demandé la journaliste alors qu'il terminait. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai décidé de dire la vérité. Après avoir déménagé de la maison de mon fils,
j'avais besoin de faire quelque chose. Il se trouve que c'était une compétence que j'avais de ma jeunesse. Et votre fils soutient-il votre entreprise, a insisté la journaliste. La question était comme une petite piqûre d'épingle dans mon cœur. J'ai forcé un sourire. Il est très occupé par sa propre carrière. L'équipe de télévision était à peine partie que mon téléphone a sonné. C'était Robert. Maman, tu es passé à la télé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix était remplie d'un enthousiasme que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Un de mes amis vient de m'appeler et m'a dit qu'il t'avait vu aux informations locales. Ce n'était qu'une petite interview, ai-je dit doucement. Une petite interview? Maman, sais-tu ce que cela signifie, a dit Robert avec enthousiasme. C'est de la publicité gratuite. Tes sauces vont devenir célèbres. Je ne savais pas comment répondre, alors j'ai simplement marmonné sans m'engager pendant qu'il continuait à parler de m'aider à m'agrandir, à enregistrer une marque et à développer de nouveaux marchés, comme s'il avait complètement oublié notre dernière rencontre désagréable. Après avoir raccroché, Doc Peterson s'est approché, tenant un exemplaire du journal local. Hélène, regarde ça. À la 3e page se trouvait une grande photo de moi avec le titre « Une femme de 68 ans retourne à ses racines, fait revivre un artisanat traditionnel ». J'ai pris le journal avec étonnement, les doigts tremblants. « Eh bien, tu es une célébrité locale maintenant », a dit Doc Peterson avec un sourire fier. La nouvelle s'est répandue plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Cet après-midi-là, un distributeur du comté voisin a appelé pour passer une grosse commande. Ce soir-là, le greffier de la ville m'a dit avec enthousiasme que le comté désignait mon atelier comme un projet modèle pour la revitalisation rurale et fournirait un soutien politique. Tout se passait si vite, je pouvais à peine croire que c'était réel. Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit, incapable de dormir. Je me suis finalement levé et j'ai parcouru mes livres de comptes. En regardant la croissance constante des revenus au cours des derniers mois, un sentiment de fierté longtemps oublié a gonflé en moi. Cependant, les bons moments n'ont pas duré. 3 jours plus tard, j'étais dans l'atelier en train d'instruire un nouvel employé quand j'ai entendu une agitation à l'extérieur. « Hélène, mauvaise nouvelle. » Le greffier est entré en courant, l'air paniqué. « Les services de santé sont là. Ils ont dit qu'ils venaient pour une inspection. » Mon cœur s'est serré. Je me suis dépêché de sortir pour les rencontrer. 3 personnes en uniformes officiels se tenaient dans la cour, leurs expressions sombres. « Êtes-vous mademoiselle Hélène » a demandé l'homme en tête en me montrant son badge. « Nous avons reçu une plainte alléguant des conditions insalubres dans votre installation. Nous devons procéder à une inspection. » Au cours des 2 heures suivantes, mon cœur s'est enfoncé de plus en plus bas. Les inspecteurs ont examiné chaque centimètre de l'atelier, prenant des notes méticuleuses, stockage inapproprié des matières premières, équipement de stérilisation inadéquat, certificat de santé incomplet pour les employés. C'étaient tous des problèmes mineurs, mais ils étaient suffisants pour qu'ils émettent un avis de correction formel. Conformément à la réglementation, votre installation doit cesser immédiatement sa production. Les opérations ne pourront reprendre qu'après que vous ayez rectifié ces problèmes et que nous ayons effectué une inspection de suivi, a annoncé l'inspecteur en chef. Je suis resté là, stupéfaite, alors qu'ils apposaient un scellé sur la porte de mon atelier. Mon esprit était complètement vide. Les ouvriers m'ont regardé, déconcerté. Le greffier a plaidé auprès des inspecteurs, mais en vain. « Hélène, ne t'inquiète pas trop », m'a réconforté le greffier après le départ des inspecteurs. Ce sont de petites choses. Nous pouvons les réparer. J'ai hoché la tête mécaniquement, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander qui m'aurait dénoncé. La réponse est venue ce soir-là dans un SMS de Nicole. Sa suffisance était palpable, même à travers l'écran. J'ai entendu dire que ton atelier a été fermé. Je t'avais dit que ces petites opérations artisanales ne sont jamais conformes. Ça devait arriver tôt ou tard. Tu devrais simplement laisser Robert prendre le relais et le gérer correctement. J'ai fixé l'écran du téléphone, mes doigts se transformant en glace. C'était donc ça. Quand Doc Peterson a appris la nouvelle et s'est précipité, j'étais toujours assise sur les marches de l'atelier scellé, le regard dans le vide. « Hélène, ne le prends pas si mal », a-t-il dit doucement en s'asseyant à côté de moi. Il est courant que les entreprises alimentaires soient inspectées. Répare juste les problèmes et tout ira bien. C'était Nicole, elle m'a dénoncé, ai-je dit à voix basse. Doc Peterson est resté silencieux un moment. As-tu des preuves?
J'ai secoué la tête et lui ai juste montré le SMS. Il l'a lu et a soupiré. Cette femme a un cœur de pierre. J'aurais dû le voir venir, ai-je dit avec un sourire amer. Robert était soudainement si enthousiaste après avoir vu le reportage. J'aurais dû être plus méfiante. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, a demandé Doc Peterson. Je me suis levé et j'ai épousseté la poussière de mon pantalon. Nous allons réparer. Les problèmes qu'ils ont signalés sont réels, alors nous allons les réparer. Pendant la semaine suivante, j'ai travaillé sans relâche pour résoudre chaque problème de la liste. J'ai acheté de nouveaux équipements de stérilisation, j'ai redessiné la zone de stockage des matières premières et j'ai organisé des examens médicaux pour tous mes employés afin qu'ils obtiennent leur certificat de santé. Doc Peterson m'a aidé à contacter un expert en sécurité alimentaire du comté pour me guider tout au long du processus. Une semaine plus tard, les services de santé sont revenus, ont effectué leur inspection et ont finalement retiré le scellé. Mais la fermeture d'une semaine avait créé un arriéré de commandes, et certains clients avaient déjà annulé. Juste au moment où je me démenais pour me remettre sur les rails, Robert et sa famille se sont présentés sans prévenir. Cette fois, ils n'ont même pas pris la peine d'être polis. Maman, tu vois, on ne peut pas diriger une entreprise sans une bonne gestion, a dit Robert dès qu'il est entré. Donne-moi simplement les recettes et la marque. J'enregistrerai une société en bonne et due forme, et tu pourras être consultante technique. Tu auras une part des bénéfices. N'est-ce pas mieux? J'ai regardé l'avidité dans ses yeux, et mon cœur a eu l'impression d'être serré. C'était le fils que j'avais élevé. Robert, c'est mon entreprise, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Qu'est-ce que tu veux dire, ton entreprise? La voix de Robert s'est élevée. Tu es trop vieille pour ça. Donne-moi juste les recettes et je prendrai soin de toi dans ta vieillesse. Nicole est intervenue. Il a raison. Robert fait ça pour ton bien. Sans nos relations, tu aurais eu une amende beaucoup plus grosse cette fois. J'ai enfin compris leur plan. D'abord, ils m'ont dénoncé pour créer une crise. Puis ils sont intervenus, se faisant passer pour des sauveurs, pour prendre le contrôle de mes recettes et de ma marque. La froideur de leur trahison n'était éclipsée que par une profonde tristesse. Partez, ai-je dit en me retournant et en rentrant dans la maison, ne voulant pas dire un mot de plus. Maman. Robert a attrapé mon bras. Ne sois pas si ingrate. Je te le dis, si tu ne coopères pas, j'ai des moyens de m'assurer que tu ne pourras pas continuer cette entreprise. J'ai repoussé sa main et je l'ai regardé droit dans les yeux. Robert, je suis ta mère. Les mots ont semblé le toucher. Il a vacillé, sa posture agressive s'adoucissant un instant. Nicole a vu sa chance et l'a tiré vers la porte. Très bien, laisse-la y réfléchir. Après leur départ, je me suis assise dans le salon, fixant la vieille photo de mon défunt mari au mur, et les larmes sont finalement venues. Oh, Franck, ai-je chuchoté. Qu'est-il arrivé à notre fils? Reprendre le travail n'a pas été facile. Bien que l'atelier ait rouvert, certains clients avaient déjà trouvé d'autres fournisseurs. Pire encore, des rumeurs vicieuses ont commencé à circuler dans le village. Avez-vous entendu? La sauce d'Hélène a rendu quelqu'un malade. Pas étonnant qu'elle ait été fermée. Ça doit être insalubre. Elle est si vieille. Pourquoi ne peut-elle pas rester à la maison et se reposer au lieu de causer tous ces problèmes? Les mots étaient comme des couteaux invisibles, me poignardant encore et encore. Doc Peterson m'a dit que les rumeurs avaient probablement été lancées par Nicole, mais je n'avais plus l'énergie d'enquêter. Le travail incessant et les coups émotionnels avaient fait des ravages. Mon corps a finalement lâché. Ce matin-là, je venais d'arriver à l'atelier quand j'ai ressenti une douleur aiguë et écrasante dans la poitrine. Ma vision s'est obscurcie et je me suis effondré. Hélène. Le cri frénétique de Doc Peterson a été la dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital au centre médical du comté. Doc Peterson était assis à mon chevet. Voyant que j'étais réveillé, il a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. « Tu es enfin réveillé », a-t-il dit, poussant un soupir de soulagement. « Tu m'as fait une peur bleue. » Le médecin est entré et a expliqué que j'avais subi un événement cardiaque aigu. Je devrais rester à l'hôpital quelques jours pour observation. Cela a été provoqué par une combinaison d'épuisement à long terme et de stress émotionnel extrême, a dit le médecin sévèrement. Vous devez vous reposer. Plus de stress. J'ai hoché la tête,
mais mon esprit était déjà à l'atelier et à la pile de commandes non satisfaites. Doc Peterson a vu l'inquiétude dans mes yeux. « Ne t'inquiète de rien », a-t-il dit. « J'ai déjà demandé au greffier de la ville de superviser l'atelier. Ils honoreront les commandes qu'ils pourront, et j'appellerai les autres clients pour expliquer le retard. » « Merci », ai-je dit avec reconnaissance. « Ne sois pas bête », a-t-il souri. « Au fait, devrais-je appeler Robert ?» J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Pas encore. Les jours à l'hôpital étaient longs et fastidieux. Doc Peterson me rendait visite tous les jours, apportant des nouvelles du village et des mises à jour sur l'atelier. Le troisième après-midi, alors que je parcourais les livres de comptes qu'il avait apportés, j'ai entendu des pas précipités dans le couloir. « Maman !» J'ai levé les yeux pour voir Robert avec Léo à sa suite. Nicole n'était pas avec eux. « Comment as-tu » ai-je commencé, surprise. « Léo te manquait et il a insisté pour que je l'amène », a dit Robert, l'air mal à l'aise. « J'ai appelé le village et ils m'ont dit que tu étais à l'hôpital. » Léo s'est précipité à mon chevet, les yeux rouges. « Mamie, ça fait mal ?» J'ai caressé sa tête, une chaleur se propageant dans ma poitrine. « Non, mon chéri. Mamie sera bientôt à la maison. » Robert se tenait à côté, nous regardant, son expression illisible. Après que Léo soit allé aux toilettes, il a finalement parlé. « Maman, pourquoi dois-tu te pousser si fort ? Rentre juste à la maison. Nous prendrons soin de toi. » J'ai secoué la tête. « Je suis heureuse au village. »« Heureuse ? Tu t'es épuisée jusqu'à l'hôpital, » a dit Robert, sa voix montant d'émotion. « Sais-tu ce que les gens du village disent de moi ? Que je suis un fils terrible qui laisse sa mère âgée s'épuiser au travail. » C'était donc toujours une question de fierté. J'ai fait un petit sourire amer et je n'ai rien dit. Robert a fait les 100 pas dans la pièce pendant quelques instants, puis s'est soudainement arrêté. « Maman, est-ce que tu me détestes ? » La question m'a stupéfié. Détester mon propre fils ? La pensée ne m'avait jamais traversé l'esprit. « Non », ai-je dit doucement. « Je ne te déteste pas. Je suis juste déçu. » Le visage de Robert s'est figé. Ce n'était clairement pas la réponse qu'il attendait. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais une infirmière est entrée. Les heures de visite sont terminées. La patiente a besoin de se reposer. Robert n'a eu d'autre choix que de partir avec Léo. Alors qu'il sortait, Léo n'arrêtait pas de se retourner vers moi, les yeux pleins de réticence, et mon cœur me faisait mal. Après leur départ, Doc Peterson est passé avec de bonnes nouvelles. La chaîne de télévision provinciale avait vu le reportage du comté et voulait faire un reportage sur moi. « Hélène, c'est une opportunité énorme », a-t-il dit avec enthousiasme. « Une diffusion provinciale a une portée beaucoup plus large. Ta sauce va vraiment décoller. » Mais je ne ressentais aucune joie. « Doc. J'ai peur. » « Peur de quoi ? » « J'ai peur de ce que Robert et Nicole feront quand ils verront ça, » ai-je chuchoté. Doc Peterson est resté silencieux un moment, puis il m'a gentiment pris la main. « Hélène, tu ne peux pas vivre ta vie dans la peur. C'est ton entreprise, ta vie. Tu as le droit d'être heureuse. » Ces mots m'ont piqué les yeux. Il avait raison. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais vécu pour les autres, pour mon mari, pour mon fils, pour mon petit-fils. Quand avais-je jamais vécu pour moi-même ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise et, prenant un stylo et du papier de la table de chevet, j'ai commencé à écrire. D'abord, j'ai écrit un testament, établissant une simple répartition de mes biens. Ensuite, j'ai écrit un plan d'affaires pour l'atelier, y compris de nouvelles recettes que je voulais essayer et des idées d'expansion. Enfin, j'ai écrit une lettre à Robert, déversant toutes les choses que j'avais gardées enfermées dans mon cœur pendant des années. Quand j'ai eu fini, j'ai laissé échapper une longue et lente respiration, comme si un grand poids avait été enlevé de mes épaules. Le lendemain, le médecin m'a dit que je pouvais sortir, mais que je devais y aller doucement. Quand Doc Peterson est venu me chercher, il avait des nouvelles surprenantes. Robert est venu au village hier. Il a visité ton atelier et a eu une longue conversation avec le greffier de la ville. Que voulait-il, ai-je demandé, soudain méfiante. Je ne suis pas sûr, a-t-il dit. Mais le greffier a dit que toute son attitude a changé. Il a posé beaucoup de questions sur la façon dont tu as démarré l'entreprise. J'ai froncé les sourcils,
me demandant ce que Robert préparait maintenant. Quand je suis revenu au village, j'ai trouvé l'atelier fonctionnant sans problème. Les ouvriers étaient tous heureux de me voir et m'ont rapidement mis au courant des derniers jours. « Votre fils est passé », a dit l'un d'eux. Il a regardé tout notre processus de production. Il a même goûté tous les produits et a dit qu'ils étaient meilleurs que dans ses souvenirs. Le plus étrange, c'est qu'il a demandé à voir le livre de comptes. Le livre de comptes ? Mon cœur a sauté un battement. Le registre où j'avais consigné 10 ans de dépenses de ma famille. Après mon retour au village, je l'avais gardé dans un tiroir de l'atelier pour suivre mes finances professionnelles. Que voulait Robert avec ça? Ce soir-là, alors que j'organisais les médicaments que j'avais ramenés de l'hôpital, on a frappé à la porte. C'était Robert, et dans sa main se trouvait un carnet familier, mon registre familial. « Maman, puis-je entrer ?» a-t-il demandé, sa voix. Je me suis écarté pour le laisser entrer, le cœur battant d'incertitude. Robert s'est assis dans le salon et a posé le registre sur la table, ne disant rien pendant un long moment. « J'ai tout lu », a-t-il finalement dit, ses doigts traçant doucement la couverture usée. J'ai attendu. 10 ans. Pendant 10 ans entiers, tu as noté chaque centime, a-t-il dit en levant les yeux, les siens rouges. J'ai toujours pensé. J'ai pensé que tu vivais juste à nos crochets. Une profiteuse. Sa voix s'est brisée. J'ai ouvert à cette page. Regarde, 3000 $ pour le programme périscolaire de Léo. Et ici, 487 $ pour couvrir le déficit des frais de copropriété. Et ça. Les courses, les fournitures ménagères. Tu as dépensé toute ta pension pour nous. En voyant mon fils complètement brisé, mon cœur s'est serré d'un mélange de douleur et de soulagement. Il avait enfin compris. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» a demandé Robert, la voix remplie d'angoisse. « À quoi cela aurait-il servi ?» ai-je dit doucement. Toi et Nicole aviez déjà du mal. Soudain, Robert est tombé à genoux, s'agrippant à mes jambes et sanglotant. « Maman, je suis tellement désolé. Je ne suis pas un homme. Je suis un monstre. » J'ai caressé ses cheveux, comme je le faisais quand il était petit garçon, alors que mes propres larmes silencieuses coulaient. C'était le moment que j'attendais depuis si longtemps. Robert est resté 2 jours, et c'est le plus de temps que mon fils et moi ayons passé ensemble en paix depuis plus d'1 décennie. Il m'a aidé à nettoyer la cour, à organiser les finances de l'atelier, et a même appris à faire certaines des tâches d'emballage les plus simples. « Maman, repose-toi. Je vais faire ça, » disait-il, les yeux pleins d'un besoin désespéré de se racheter. Je n'ai pas demandé pourquoi Nicole n'était pas venue, et il ne l'a pas mentionné. Ce n'est que le 2e soir, alors que nous étions assis dans la cour à profiter de la brise fraîche, que Robert l'a évoqué. Nicole. Elle ne comprend pas, a-t-il dit en choisissant ses mots avec soin. Elle pense. Elle pense que les personnes âgées devraient juste rester à la maison et être prises en charge, pas sortir et créer des entreprises. J'ai souri, mais je n'ai rien dit. Nicole ne comprenait pas. Elle méprisait mon petit atelier et était jalouse que j'ai trouvé une vie à moi. Maman, quand est-ce que la chaîne de télévision provinciale vient pour l'interview, a soudainement demandé Robert. Mercredi prochain, ai-je répondu, puis je l'ai regardé avec lassitude. Pourquoi demandes-tu? Non, non, ne te méprends pas, a dit Robert rapidement en levant les mains. Je pensais juste. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais rester et aider. Tu sais, avec les caméras et tout, tu auras besoin de quelqu'un pour donner un coup de main. J'étais sceptique, mais en voyant la sincérité dans ses yeux, j'ai hoché la tête. 3 jours après le départ de Robert, une rumeur vicieuse a commencé à se répandre dans le village. Les gens disaient que Doc Peterson et moi avions une liaison, qu'il m'avait donné l'argent pour démarrer mon entreprise et que notre partenariat n'était qu'une façade pour quelque chose d'illicite. Quand les mots sont parvenus à mes oreilles, j'étais dans l'atelier en train d'enseigner à une nouvelle employée. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir été frappé par la foudre, figé sur place. Hélène, n'écoute pas ces bêtises. Doc Peterson s'est précipité, le visage pâle de colère. Mon fils enquête déjà sur qui a lancé ça. Je me suis forcé à continuer à travailler, mais je savais déjà qui était derrière tout ça. Bien sûr, ce soir-là, Robert a appelé. Son ton était étrange. Maman, ces rumeurs dans le village. Sont-elles vraies? Qu'en penses-tu? Ai-je demandé, le cœur serré.
Bien sûr, je ne le crois pas. Mais toi et Doc Peterson avez passé beaucoup de temps ensemble. Robert, les jeux coupés. Doc Peterson est mon voisin depuis des décennies. Il était l'ami de ton père, et en ce moment, il est la seule personne qui a sincèrement essayé de m'aider. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis Robert a dit à voix basse, Nicole. Elle a dit qu'elle vous a vu ensemble. Quand nous a-t-elle vus, ai-je ricané. Elle est venue dans ce village une poignée de fois dans sa vie. Robert n'avait pas de réponse. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon, fixant la photo de mon défunt mari au mur, le cœur en agonie. Les rumeurs ne me faisaient pas seulement du mal. Elles déshonoraient l'amitié pure entre moi et Doc Peterson, et elles insultaient la mémoire de mon mari. Le lendemain matin, j'ai remarqué que Doc Peterson n'était pas passé à son heure habituelle pour m'aider à déplacer les fournitures. À midi, je suis allé chez lui, mais son fils m'a poliment repoussé à la porte. Madame, mon père pense qu'il vaut mieux que nous gardions une certaine distance pour le moment. Je suis resté à son portail, tenant toujours le pot de cornichons que j'avais fait pour lui, sentant comme si une lourde pierre avait été posée sur ma poitrine. Même Doc Peterson prenait ses distances. Le pouvoir de ces rumeurs était dévastateur. Les jours suivants, j'ai géré l'atelier seul. La façon dont les villageois me regardaient avait changé. Certaines des femmes ont même cessé de venir travailler. Les commandes étaient toujours là, mais je manquais de personnel et devais travailler tard dans la nuit. Mais le coup le plus douloureux est venu de Léo. Ce week-end-là, Robert l'a amené en visite. Le garçon, qui était habituellement si affectueux, s'est caché derrière son père et n'a pas voulu s'approcher de moi. Mamie, ils ont dit que tu n'es pas une gentille femme, a chuchoté Léo. Les mots m'ont transpercé le cœur. J'ai regardé Robert, mais il a évité mon regard. Léo, me suis-je agenouillé, retenant mes larmes. Mamie t'aime. Je serai toujours ta gentille mamie. Le garçon a hoché la tête comme s'il comprenait, mais il ne s'est toujours pas précipité dans mes bras comme il le faisait d'habitude. Après leur départ, je me suis assise sur le pas de ma porte, regardant la cour vide. Et pour la première fois, j'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'une vieille femme devrait simplement rester tranquille et ne pas semer le trouble. Cette petite entreprise valait-elle la peine de perdre l'amour de mon petit-fils ? Juste au moment où je sombrais dans le désespoir, le greffier de la ville est arrivé en courant. Hélène, la chaîne de télévision provinciale vient d'appeler. Ils ont dit qu'ils arrivaient demain matin. Nous devons nous préparer. J'ai essayé de me ressaisir, organisant les travailleurs restants pour nettoyer l'atelier et préparer les produits pour l'exposition, mais l'enthousiasme que j'avais autrefois avait disparu. J'ai même envisagé d'annuler l'interview. Cette nuit-là, alors que je vérifiais les ingrédients pour le lendemain, j'ai entendu la porte de la cour grincer. J'ai levé les yeux et j'ai vu Léo. Il s'était faufilé et avait couru jusqu'ici tout seul, et il serrait quelque chose dans ses bras. Mamie, a-t-il chuchoté, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. Léo, qu'est-ce que tu... Je me suis précipité vers lui. Maman et papa se disputaient, a-t-il dit en sortant un téléphone dessous sa chemise. Il a joué un enregistrement. La voix stridente de Nicole était limpide. Bien sûr que j'ai répandu ces rumeurs. Sinon, ta mère commencerait vraiment à se prendre pour quelqu'un de spécial. Une vieille femme comme ça, elle devrait avoir honte. Puis la voix de Robert, pleine de rage. Tu es allé trop loin. C'est ma mère. Hein? Qui sait si c'est même ta vraie mère? Une péquenaude comme ça. Il y a eu le bruit sec d'une gifle suivi du cri de Nicole et du rugissement de Robert. Sors. Sors de ma maison, bon sang. L'enregistrement s'est terminé. Léo m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Mamie, maman est une mauvaise personne. Je n'aurais pas dû la croire. J'ai serré mon petit-fils dans une étreinte serrée, mes propres larmes se libérant enfin. C'était donc ça. C'était Nicole depuis le début. Et Robert. Robert avait enfin choisi mon camp. Léo, que dirais-tu de dormir chez mamie ce soir? Ai-je demandé doucement en essuyant mes larmes. Le garçon a hoché la tête vigoureusement, sa petite main s'agrippant à ma chemise comme s'il avait peur que je disparaisse. J'ai embrassé son front, ma décision était prise. Le lendemain matin, l'équipe de télévision provinciale est arrivée comme prévu. J'ai mis ma plus belle robe,
j'ai laissé Léo aux soins de la femme du greffier et j'ai marché calmement vers les caméras qui attendaient. Hélène, nous avons entendu dire que vous avez fait face à de nombreux défis dans votre parcours entrepreneurial, a commencé la journaliste. J'ai regardé droit dans la caméra et j'ai raconté mon histoire calmement et honnêtement. Comment j'ai quitté la maison de mon fils, comment j'ai redécouvert mon artisanat, comment j'ai fait face à de fausses accusations et à des rumeurs vicieuses. Je n'ai rien caché, n'ai rien exagéré. C'était comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Finalement, j'ai dit, un petit sourire sur mon visage, je veux dire ceci à toutes les personnes âgées comme moi. L'âge n'est pas une raison pour abandonner. Tant que vous avez de la passion dans votre cœur, il n'est jamais trop tard pour commencer. L'interview venait de se terminer quand Robert est arrivé. Ses yeux étaient rouges et enflés. Il n'avait clairement pas dormi de la nuit. « Maman, Nicole et moi allons divorcer », a-t-il dit sans préambule. J'ai soupiré. Je n'étais pas surprise. Ce n'est pas seulement à cause des rumeurs, a-t-il dit en secouant la tête. Pendant 10 ans, j'ai regardé comment elle te traitait et j'ai fait semblant de ne pas voir. Ce n'est que lorsque j'ai lu ton registre et entendu ce qu'elle a dit sur cet enregistrement que j'ai enfin réalisé quelle personne terrible j'ai été. J'ai tapoté l'épaule de mon fils, ne sachant pas quoi dire. « Maman, je veux revenir ici et t'aider à gérer l'atelier », a soudainement dit Robert. « C'est-à-dire, si tu peux me pardonner. » J'ai regardé dans les yeux sincères de mon fils et j'ai hoché la tête. Quoi qu'il arrive, il était toujours mon enfant. Après la diffusion du reportage provincial, la renommée de « La ferme d'Hélène » a explosé. Les commandes ont afflué comme une avalanche. Le téléphone sonnait du matin au soir. Même les grandes chaînes de supermarchés de la capitale de l'État appelaient pour passer des commandes. Robert a quitté son emploi en ville et est retourné au village pour m'aider. Son diplôme universitaire était en marketing, ce qui complétait parfaitement mes compétences. Nous avons redessiné l'emballage, établi une base de données clients et lancé une boutique en ligne à part entière. « Maman, nous devons nous agrandir », a dit Robert avec enthousiasme. Nos commandes sont 3 fois supérieures à notre capacité de production. J'ai hoché la tête, mais j'avais encore des réserves. Les ragots du village s'étaient calmés, mais ils n'avaient pas complètement disparu. Et Doc Peterson m'évitait toujours délibérément, ce qui laissait une douleur sourde dans mon cœur. « Robert, je dois d'abord parler à Doc Peterson », ai-je dit à mon fils un soir. Le visage de Robert s'est affaissé. « Maman, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire les mensonges de Nicole. Je vais aller m'excuser auprès de lui. » « Non, ai-je dit, j'irai moi-même. » Le lendemain matin, j'ai pris un pot de cornichons fraîchement préparés et je suis allé chez Doc Peterson. Cette fois, son fils ne m'a pas arrêté, bien que son expression soit compliquée. Doc Peterson était dans sa cour en train de sécher des herbes. Quand il m'a vu, sa main a tremblé et il a failli laisser tomber son panier. « Et Hélène ?» a-t-il bégayé, le visage devenant rouge. « Doc, ça fait un moment », ai-je dit calmement, m'approchant et posant les cornichons sur la table en pierre. « Ce sont tes cornichons aux champignons préférés. Je viens de les faire. » Doc Peterson se tenait là, maladroit, comme un enfant pris en faute. J'ai regardé ses cheveux blancs et son dos voûté et mon cœur s'est attendri. « Je sais que c'est Nicole qui a répandu ces rumeurs, » ai-je dit, allant droit au but. « Robert divorce d'elle. » La tête de Doc Peterson s'est relevée d'un coup. « Divorcé. À cause de... À cause de nous ? Pas entièrement. » J'ai secoué la tête. Surtout parce que Robert a enfin vu qui elle est vraiment. « Eh bien, alors » a bégayé Doc Peterson, les yeux fuyants. « Doc, j'ai pris une grande inspiration. Depuis combien d'années nous connaissons-nous ? 40 et quelques années, je suppose, a-t-il répondu à voix basse. 40 ans d'amitié, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Et tu vas laisser quelques rumeurs ruiner ça ? Je n'ai pas peur. Pourquoi as-tu peur ? Le visage de Doc Peterson est devenu encore plus rouge. Après une longue pause, il a finalement marmonné, j'avais peur. Peur de te nuire. Je n'ai pas peur d'être nui. Ma voix s'est élevée. Doc, sans ton aide ces derniers mois, l'atelier aurait échoué. Tu es mon ami le plus important. J'ai hésité sur le dernier mot. Dans mon cœur, Doc Peterson était devenu plus qu'un simple ami. Après le décès de mon mari, il était celui qui veillait discrètement sur moi. Quand je suis revenu au village,
il a été le premier à prêter main forte. Quand mon atelier a été fermé, il a été celui qui m'a aidé à traverser la crise. Doc Peterson a semblé comprendre le sens de mes mots. Ses yeux se sont illuminés. Hélène, tu veux dire? Juste à ce moment-là, un grand coup de tonnerre a retenti dans le ciel, et de grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber. Nous nous sommes précipités pour ramasser les herbes de la cour, l'atmosphère sérieuse disparaissant en un instant. Rentre à l'intérieur, a crié Doc Peterson par-dessus la tempête grandissante. J'ai secoué la tête. Non, il se fait tard. J'ai encore des choses à sécuriser à l'atelier. Je dois y retourner. En courant vers la maison sous l'averse, mon cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. La conversation n'était pas terminée, mais la glace était rompue. La tempête est passée aussi vite qu'elle était arrivée, mais une épreuve bien plus grande était encore à venir. Ce soir-là, le ciel s'est de nouveau assombri. Mon fils et moi travaillions tard à l'atelier quand nous avons entendu le greffier de la ville crier « Hélène, la rivière monte ». Nous nous sommes précipités dehors pour voir que la petite rivière derrière le village avait débordé de son lit. Des eaux de crue troubles déferlaient vers le village, et mon atelier, situé dans une zone basse, était directement sur son chemin. Les stocks. Il faut déplacer les stocks, ai-je crié en courant vers l'entrepôt. Robert et quelques ouvriers ont suivi, transportant frénétiquement des boîtes de sauce finie. La pluie tombait à verse maintenant, et l'eau s'infiltrait déjà dans l'entrepôt, dépassant nos chevilles. Maman, c'est trop tard. Il faut sortir, a crié Robert en me tirant vers la porte. Non, il en reste encore la moitié. J'ai lutté contre lui, essayant d'emballer plus de boîtes. Juste à ce moment-là, avec un fracas assourdissant, le vent a arraché un trou dans le toit de l'entrepôt. La pluie s'est déversée et un instant plus tard, un mur d'eau a fait irruption par le mur du fond, inondant instantanément la pièce jusqu'à nos genoux. Maman, allons-y. Robert m'a traîné de force. Nous venions d'atteindre un terrain plus élevé lorsque l'entrepôt tout entier s'est effondré avec un rugissement tonitruant. Des années de travail acharné, parties en un instant. Je suis resté sous la pluie battante, trempé jusqu'aux os, regardant les débris, hébété. C'était comme un cauchemar. Maman. La voix inquiète de Robert m'a ramené à la réalité. Une douleur aiguë a soudainement traversé ma poitrine. Ma vision s'est obscurcie et je me suis effondré dans les bras de mon fils. Dans le brouillard, j'entendais les cris désespérés de Robert, je sentais des mains me soulever et l'odeur antiseptique d'un hôpital. Mais la chose la plus claire était une voix dans ma tête qui répétait encore et encore, « C'est fini. Tout est fini. » Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai lentement ouvert les yeux pour me retrouver à nouveau dans un lit d'hôpital. Robert était affalé sur une chaise à côté de moi, endormi. Dehors, la pluie tombait toujours, mais c'était une bruine douce maintenant. J'ai bougé légèrement, et Robert s'est réveillé en sursaut. « Maman, tu es réveillée. »« Comment va l'atelier ?» ai-je demandé, ma voix un râle sec. Robert a baissé la tête. L'entrepôt a complètement disparu, mais le bâtiment principal est toujours debout. Nous avons réussi à sauver la plupart des équipements. J'ai fermé les yeux, des larmes coulant sur mes tempes. Tout mon travail acharné, emporté par les eaux. « Maman, ne sois pas trop contrariée, » a dit Robert en me prenant la main. « On peut reconstruire. » Reconstruire? J'ai laissé échapper un rire amer. Avec quoi? Où vais-je trouver l'argent? L'énergie? Je suis une vieille femme. J'ai l'argent, a dit une voix familière depuis la porte. J'ai levé les yeux pour voir Doc Peterson tenant un sac en tissu. Doc, a dit Robert, surpris. Doc Peterson s'est approché de mon lit et m'a tendu le sac. Hélène, ce sont les économies de ma vie. 200 000 $. C'est à toi. Je l'ai regardé, choqué. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? A-t-il dit, plaçant obstinément le sac dans mes mains. Considérez-le comme un investissement. Votre entreprise a tellement de potentiel. Je ne crains pas de le perdre. J'ai regardé son visage sincère et sérieux, et je n'ai plus pu retenir mes larmes. J'ai sangloté, non seulement pour l'argent, mais pour toute la gentillesse qu'il m'avait montrée au fil des ans. Doc Peterson se tenait là, maladroit, ne sachant que faire, tandis que Robert se glissait discrètement hors de la pièce. « Hélène, s'il te plaît, ne pleure pas », a dit Doc Peterson maladroitement en me tapotant l'épaule. « Ces choses arrivent.
L'important, c'est que tu sois en sécurité. Merci, ai-je étouffé. Ne dis pas un mot de plus, a-t-il dit, son propre visage rougissant. Concentre-toi juste sur ta guérison. Tout le village attend ta sauce. J'ai réussi à esquisser un sourire en larmes. Avec des gens comme ça à mes côtés, aucun défi ne semblait insurmontable. Le jour où j'ai été libéré de l'hôpital, le soleil brillait de tous ses feux, comme si la tempête n'avait jamais eu lieu. Robert et Doc Peterson sont venus me chercher ensemble, discutant et riant comme de vieux amis. Quand nous sommes revenus au village, j'ai été stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à moi. Plus de 20 villageois étaient rassemblés devant mon atelier. Certains déblayaient les débris, d'autres transportaient de nouveaux matériaux de construction, d'autres peignaient les murs. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en regardant Robert, incrédule. « Tout le village est là pour aider » a dit Robert fièrement. Le greffier de la ville a organisé une campagne reconstruisant la ferme d'Hélène. Des gens sont même venus du village voisin. Et ces femmes que tu as aidées, a ajouté Doc Peterson, elles sont toutes venues avec leur famille. La chaîne de télévision provinciale a également rapporté ce qui s'est passé, et le comté a approuvé des fonds spéciaux de secours en cas de catastrophe pour toi. Je suis resté là, regardant la scène animée de la reconstruction, les larmes montant à nouveau à mes yeux. Ces gens simples et bienveillants montraient leur soutien de la manière la plus directe possible. « Hélène, tu es de retour. » Le greffier de la ville m'a repéré et a couru vers moi. « Ne t'inquiète pas. Nous aurons cet atelier mieux que neuf en une semaine, c'est garanti. » Merci. Merci à tous infiniment, ai-je sangloté, incapable d'en dire plus. Les jours suivants, bien que j'aie été forcé de me reposer, je ne suis pas resté inactive. Robert et Doc Peterson m'ont aidé à redessiner l'agencement de l'atelier pendant que je commençais à développer de nouvelles recettes de produits. L'inondation, bien que dévastatrice, m'avait donné une chance de repartir à zéro. J'ai décidé que je ne dirigerais plus une petite exploitation. Je construirais une véritable usine de transformation alimentaire moderne. Un mois plus tard, la toute nouvelle L&S Homestead Food Company a été officiellement inaugurée. Les responsables du comté, l'équipe de télévision provinciale et les villageois de partout sont venus pour la cérémonie d'ouverture. C'était une célébration joyeuse. Hélène, souhaitez-vous partager quelques mots de sagesse sur votre parcours entrepreneurial, a demandé la journaliste en me tendant le micro. J'ai regardé les visages familiers dans la foule. Doc Peterson qui m'avait toujours soutenu, mon fils Robert qui avait retrouvé son chemin, mon adorable petit-fils Léo, et tous les villageois qui avaient travaillé à mes côtés. Je n'ai pas beaucoup de sagesse à partager, ai-je dit avec un sourire. Je crois simplement que dans cette vie, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le plus important est d'avoir le courage de changer, la persévérance de continuer, et d'avoir des gens qui se soucient vraiment de vous à vos côtés. La foule a éclaté en applaudissements. Doc Peterson se tenait au premier rang, les yeux brillants de larmes. Robert tenait Léo dans ses bras, le visage rayonnant de fierté. Après la cérémonie, j'ai annoncé que je ferais don de 10% des bénéfices de l'usine pour créer un fonds d'entrepreneuriat pour les personnes âgées en milieu rural afin d'aider d'autres personnes âgées comme moi à réaliser leurs rêves. La décision a surpris tout le monde, même Robert. En regardant leurs visages étonnés et admiratifs, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. L'argent était important, mais pouvoir transmettre cet espoir aux autres était la véritable mesure d'une vie heureuse. Ce soir-là, nous étions assis tous les trois, moi, Robert et Léo, dans la cour, profitant de l'air frais. Léo était de nouveau mon ombre et était maintenant blotti sur mes genoux, réclamant une histoire. « Maman » a soudainement dit Robert, « Nicole veut voir Léo. » Ma main, qui caressait les cheveux de mon petit-fils, s'est arrêtée. « Qu'en penses-tu ? » Je pense qu'ils devraient se voir, a dit Robert avec précaution. Après tout, elle est sa mère. J'ai hoché la tête. Tu décides. Assure-toi juste que Léo va bien. Mamie, je ne veux pas voir maman, a dit Léo, les yeux se remplissant de larmes. Elle a dit de vilaines choses sur toi. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras. Léo, maman a peut-être fait des erreurs, mais elle t'aime, tout comme mamie t'aimera toujours. Léo a hoché la tête, sans bien comprendre, et s'est blotti plus près. Robert m'a regardé avec gratitude et a discrètement essuyé une larme de son propre œil. Tard cette nuit-là, après avoir couché Léo, je me suis assise seule dans la cour pendant un moment. Doc Peterson est apparu au portail, portant une petite bouteille. Pas encore couché,
a-t-il demandé doucement. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai souri en lui faisant signe de s'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Du vin aux herbes, a-t-il dit en levant la bouteille. Je l'ai fait moi-même. Ça aide à dormir. Je lui ai versé une tasse de thé et nous sommes restés assis dans un silence confortable, profitant du moment calme. Hélène, a soudainement dit Doc Peterson. Il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois, nous sommes tous les deux à notre âge. Il a bégayé, ses mains frottant nerveusement ses genoux. Je me demandais juste si ça ne te dérangerait pas, Doc, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Dis juste ce que tu veux dire. Il a pris une grande inspiration, puis de sa poche, il a sorti une petite boîte. Hélène, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une paire de simples alliances en or. J'étais stupéfaite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si direct. Je sais que c'est soudain, a dit Doc Peterson en trébuchant sur ses mots. Tu peux prendre un peu de temps pour y réfléchir. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir, ai-je dit doucement en tendant la main. Mais là. Les mains de Doc Peterson tremblaient tellement qu'il lui a fallu 3 essais pour me passer la bague au doigt. Puis j'ai pris l'autre bague et je l'ai glissée fermement sur le sien. Il n'y a pas eu de vœux fleuris, pas de grands gestes romantiques, juste 2 vieilles âmes usées par une vie de tempête, se promettant d'affronter le reste de leurs jours ensemble sous les étoiles. 1 an plus tard, les produits de la L&S Homestead Food Company étaient vendus dans tout l'État et avaient même été présentés dans une émission agricole nationale. Doc Peterson et moi nous sommes mariés, une affaire simple avec juste quelques tables de famille et d'amis. Robert avait repris le département des ventes à l'usine et s'épanouissait. Léo fréquentait l'école primaire du village, et le week-end, il suivait son grand-père Doc pour apprendre les herbes. Quant à Nicole, elle et Robert avaient un accord de garde partagé, et elle venait occasionnellement chercher Léo pour un week-end en ville. J'ai entendu dire qu'après avoir vu mon succès à la télévision, elle était remplie de regrets. Mais il était trop tard. C'était de nouveau le printemps. Je me tenais à l'entrée de l'usine, regardant un nouveau chargement de nos produits être chargé sur un camion, le cœur plein. D'être la profiteuse indésirable dans la maison de mon fils à avoir ma propre entreprise et ma propre famille, le voyage avait été rempli de larmes et de rires, de pertes et de gains. Mamie, Papy Doc dit qu'il est temps de rentrer pour le dîner. Léo est arrivé en sautillant, me prenant la main. D'accord, j'arrive, ai-je dit en caressant la tête de mon petit-fils. J'ai levé les yeux et j'ai vu Doc Peterson et Robert qui nous attendaient un peu plus loin, et une chaleur m'a envahi. La vie, ai-je pensé, ressemble beaucoup à ma sauce artisanale. Elle doit être écrasée, fermentée et on doit lui laisser le temps de se décanter avant qu'elle ne puisse libérer sa saveur la plus riche et la plus profonde. Et moi, enfin, à l'automne de ma vie, je goûtais à la douceur qui m'était entièrement due.